Merci et bonjour à tous. En effet, on va parler chimie verte. Et pour commencer, je voulais repartir de notre belle planète. Comme vous le savez, elle subit quelques petits ennuis. Et les hommes sont quand même grandement responsables de ce qui arrive. Et donc, je voulais vous interpeller parce qu'il faut forcément changer les choses. Alors, qui dans cette salle souhaite changer les choses ? Ouais. Et qui dans cette salle pense que la chimie peut changer les choses ? Bon, déjà, il y a des mains qui se lèvent. Donc, juste pour me présenter, je m'appelle Grégory Châtel. Donc, vous voyez, docteur. C'est pas parce que je fais des ordonnances. Non, c'est parce que j'ai un doctorat, une thèse, donc un bac plus 8, qui m'a permis de devenir enseignant-chercheur. Donc aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur à l'université Savoie-Mont-Blanc. C'est-à-dire que j'ai un peu deux casquettes. Celui de chercheur, donc en chimie verte, au laboratoire EDITEM, qui est un laboratoire qui dépend de l'université et du CNRS. Et puis ma deuxième casquette, c'est la partie formation. Je suis directeur du master de chimie verte et éco-innovation de l'université. Donc juste pour vous faire partager un petit peu le cadre dans lequel on fait cette chimie verte. Donc c'est du côté de Chambéry, au bord du plus grand lac naturel de France, donc entre lac et montagne. C'est vrai que c'est un cadre qui est assez agréable. Et donc je voulais vous partager en introduction quelques photos de notre campus. Donc je voulais remercier le village de la chimie pour me permettre de vous parler aujourd'hui et surtout de mettre en avant la chimie. Je ne sais pas vous, mais moi, autour de moi, quand j'entends parler de chimie, c'est plutôt ce type d'expression que j'entends. C'est chimique, c'est bourré de produits chimiques. Les médicaments, c'est que de la chimie, ça sent le chimique, il vaut mieux éviter tout ce qui est chimique. Et c'est vrai que dans l'opinion publique, le grand public en tout cas, l'image de la chimie, elle est plutôt connotée négativement. L'image de la chimie, c'est plutôt ça, dans l'esprit des gens. C'est les usines qui polluent, c'est la pollution. Et donc, c'est un peu cette représentation que le grand public se fait de la chimie. Et CEFIC avait fait une étude et justement, 47% de la population européenne avait une image négative de l'industrie chimique. Bon, c'était encore plus marqué dans certains pays, comme la Suède, la République tchèque et la France. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez ancré. Et pourtant, comme on va le voir, la chimie est assez importante. Alors, quelques phrases qu'on peut entendre. Ce qui est naturel est bon, ce qui est chimique est mauvais. Bon, évidemment, ça c'est faux, puisque les produits naturels, comme les produits de synthèse, donc les produits de synthèse, c'est ceux qu'on va fabriquer, ce sont toutes des substances chimiques, composées d'atomes, de molécules, donc on a des produits chimiques dans les deux cas. Pour vous montrer aussi, on peut avoir des produits naturels qui ne sont pas forcément très positifs. On a... Par exemple, l'amiante, c'est un produit naturel qui est utilisé dans le BTP et vous connaissez les problèmes qu'on peut rencontrer avec l'amiante aujourd'hui. On peut avoir des champignons qui ont des substances aussi chimiques qui peuvent être assez problématiques si on les ingère. Idem, le venin d'un serpent, ce sont des molécules, des substances chimiques et pourtant, c'est pas forcément bon. Et puis le dernier exemple que je voulais vous partager, c'est la toxine botulique. Vous en avez peut-être entendu parler. On en a parlé dans la presse il y a quelques temps. Quand on fait des bocaux et qu'une stérilisation est mal faite, on peut avoir le développement de ces bactéries et ça peut conduire à des situations assez catastrophiques. Donc ce qui est naturel n'est pas forcément à opposer à la chimie. Deuxième phrase qu'on peut entendre, c'est les substances chimiques ont des effets néfastes sur l'environnement. Bon, là encore, c'est faux, évidemment. Et puis, je vais vous parler plutôt de l'opposé, c'est que la chimie peut aussi sauver des vies. La chimie, elle permet d'avoir des médicaments, des vitamines, des conservateurs. Elle permet également de traiter l'eau pour avoir de l'eau potable, tout ce qui est vaccin, et puis également la remédiation environnementale pour traiter finalement des sols qui sont pollués. Autre affirmation, la chimie n'est pas suffisamment contrôlée. Alors, est-ce que c'est vrai ? Encore une fois, c'est faux, puisque l'industrie chimique, c'est l'un des secteurs les plus réglementés au monde. Notamment en Europe, on a la réglementation REACH. Donc REACH, c'est une réglementation qui permet d'autoriser la mise
sur le marché et l'utilisation de produits chimiques. Et donc c'est c'est très contrôlé. On a également en France l'ANSES qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail, qui a cette problématique en charge. Et puis sur les produits chimiques, on a une agence européenne qui va également interdire l'utilisation de certains produits. Et cette réglementation, elle évolue et elle devient de plus en plus stricte. Et puis la chimie, si on regarde en termes de pollution, en tout cas par émissions à effet de serre, ça représente 4,7% des émissions, du total des émissions en France. Donc ça reste finalement une petite partie. La chimie est dangereuse. Là encore, on peut s'appuyer sur certains rapports. Donc là, je vous ai pris le taux d'accident par rapport à d'autres secteurs d'activité. Donc ici, on a le taux de fréquence des accidents avec un arrêt de travail. Donc c'est en nombre d'accidents par million d'heures travaillées. Donc voilà, si on prend toutes les industries, on est autour de 20,5 accidents par million d'heures travaillées. Et vous voyez ici que l'industrie chimique, pharmaceutique et pétrolière, on est quand même bien en dessous. La chimie, elle a également mis en place toute une protection adaptée, une maîtrise des risques. Il y a vraiment une culture de la prévention et la mise en place aussi de démarches d'amélioration continue avec des protocoles spécifiques, ce qui fait que finalement la chimie, elle est assez sécurisée. Encore une fois, on pourrait dire l'eau est dangereuse parce que on peut se noyer dans l'eau. C'est vraiment l'utilisation qui va faire qu'on va avoir un danger. Si la chimie est bien utilisée, elle ne va pas représenter un danger. Et puis encore une phrase, c'est les produits chimiques ne sont pas indispensables. Et en fait, c'est ce que pense la majorité des Français. 64% estiment que les produits chimiques ne sont pas indispensables à l'amélioration de leurs conditions de vie. Pourtant, on fait de la chimie depuis très très longtemps pour améliorer nos conditions de vie. On peut remonter jusqu'à la préhistoire. Les premières manipulations de la matière, la transformation de la matière, c'est de la chimie. L'utilisation du feu, la poterie, les céramiques, les premiers pigments, c'était déjà des transformations chimiques. Ensuite, pendant l'Antiquité, on a eu tout le développement de la métallurgie, fabrication du verre, des savons, de la bière. Et donc là encore, c'est des transformations chimiques. Donc l'homme a développé ces transformations chimiques pour améliorer son quotidien. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, on a l'alchimie et puis on a les premières synthèses d'acides et de bases qui vont être réalisées. Puis on va aller jusqu'à la naissance de la chimie moderne avec Lavoisier et sa fameuse phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », puisque à partir de ce moment-là, on va pouvoir vraiment contrôler les transformations chimiques, les quantifier, les évaluer et puis même prédire certaines réactions. Et puis on peut aller jusqu'à notre quotidien, votre quotidien. On va retrouver de la chimie dans tous les secteurs. Donc je vous ai mis ici des exemples, dans l'agroalimentaire, les médicaments, les gaz industriels, les produits de beauté, cosmétiques, l'automobile, les produits électroniques, les peintures, les huiles essentielles, l'école, l'aéronautique. En fait, tous les secteurs dépendent de la chimie. On dit souvent que la chimie, c'est un peu la mère des industries ou l'industrie des autres industries, puisqu'en effet, toutes les industries démarrent par de la chimie. Vous prenez l'automobile, l'agriculture, à la base, c'est la chimie qui alimente ces filières-là. Donc la chimie est vraiment partout, tout autour de vous. Et puis la chimie, c'est un secteur qui est assez attractif. L'industrie chimique, c'est 228 000 salariés actuellement en France, c'est 4 000 entreprises et c'est plus de 250 startups. Donc c'est très lié aussi à l'innovation. C'est un secteur qui est très dynamique. 94% des emplois sont en CDI dans l'industrie chimique. Près de 8 000 alternants par an. Et puis, encore l'année dernière, 26 000 recrutements ont été effectués. On est le 8 mars, on peut aussi noter que c'est un secteur de l'industrie qui est quand même assez féminisé comparé à d'autres, donc 39% de femmes. Et puis une autre information, c'est que 20% des effectifs ont plus de 55 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les 5 à 10 ans, on va avoir un taux de renouvellement assez important pour la chimie et donc forcément des besoins dans ces secteurs-là, dans différents métiers. Donc les métiers qui peuvent être dans créer, innover, rechercher, ça peut être dans tout ce qui est fabriquer la production, contrôler, préserver,
et puis promouvoir et distribuer. Donc vous avez tout un panel de métiers dans lequel vous pouvez travailler en chimie, hein, et vous avez un site de France Chimie qui est assez bien fait. Ils ont également un stand aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter parce que vraiment vous avez des témoignages, vous avez des fiches, vous avez des informations sur ces métiers et c'est assez important. Et puis aujourd'hui au village vous avez aussi plein de professionnels, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer et discuter de leur métier, de leur quotidien. Et puis la chimie elle a des enjeux assez importants. Donc, je vous en ai mis ici quelques-uns en vrac en termes d'économie circulaire. En termes de substitution de produits, vous avez peut-être entendu parler des PFAS dans les médias. Hein. C'est des produits qu'on appelle des polluants éternels qu'on va retrouver sur des revêtements, par exemple. Il faut trouver des solutions parce que ces produits-là vont être interdits et il faut faire autrement. Donc, il faut trouver des substituants. Il y a toute la chimie biosourcée, donc la chimie du végétal qui va être aussi importante à développer. Des aspects aussi en mobilité, en habitat durable, tout ce qui est le bâtiment durable. L'analyse de cycle de vie, ce qu'on appelle l'ACV, c'est en fait, on va faire l'analyse de chaque étape d'un produit, de sa naissance, son utilisation et jusqu'à sa fin de vie. Et on va essayer de voir quel impact ça a, ces différentes étapes. On va avoir aussi un gros sujet sur la valorisation des déchets. Hein. Aujourd'hui, on le voit en plus dans le contexte géopolitique. On va chercher par exemple des métaux précieux dans certains pays en Afrique ou en Amérique du Sud pour faire remplir vos téléphones portables par exemple. Si demain on n'a plus accès à ces ressources-là, comment on fait? Sachant que dans nos déchets électroniques, on en a plein. Donc si demain on est capable de récupérer et de recycler ces métaux-là, on pourra s'assurer aussi cette source-là. Donc là, il y a des gros enjeux aussi à ce niveau-là. Il y a des enjeux aussi en termes de décarbonation de l'industrie, hein, avec des aspects autour de l'énergie qui sont importants, des aspects de dépollution également, et puis des nouveaux matériaux. Donc vraiment, on a besoin, c'était un peu mon titre, hein, de nouveaux héros. Parce qu'on a besoin vraiment de monde pour changer les choses. Et donc, peut-être que dans cette salle, il y aura des personnes qui vont participer à cette transformation. Donc, chimie verte, c'est un terme qui n'est pas toujours bien compris. Pourquoi on accole chimie et verte comme je vous ai dit, comme l'image est assez négative, les gens trouvent que ça ne va pas forcément ensemble. Mais pourtant, c'est quand même quelque chose qui correspond à une demande des consommateurs, hein, d'avoir des produits plus sûrs, qui soient biosourcés. Donc ça, c'est pour ça que les entreprises aussi essayent de répondre à cette demande-là de plus en plus. Comme je vous disais, il y a également pas mal de nouvelles solutions à inventer. Là, on parle de nouvelles choses à inventer, hein, qu'on ne connaît pas encore. Bien sûr, si on met en place un nouveau procédé, pour remplacer un procédé qui serait un peu plus polluant, il faut quand même qu'il soit rentable. Hein. Une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent, donc c'est aussi un paramètre à avoir en tête. Il faut que ça soit économiquement viable. Des gros enjeux, comme je vous disais, sur l'énergie, hein, comme vous le savez, sur la gestion de l'eau également, et puis sur les matières premières. Je vous ai parlé des métaux stratégiques, mais il y a tout un tas de matières premières qui peuvent être aussi stratégiques. Et puis, les contraintes environnementales et sanitaires qui sont de plus en plus strictes, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et ça veut dire, si demain on interdit tel ou tel produit ou tel matériau, ça veut dire qu'il va falloir trouver des applications nouvelles, des produits nouveaux, et donc là encore, il y a de la recherche et de l'innovation à faire. Alors, cette chimie verte, pour vous remettre ça un peu dans le contexte historique, on va dire qu'avant les années 90, on pensait que pour gérer la pollution, il fallait la diluer. C'est-à-dire, on avait des effluents de polluants, on les mettait dans les fleuves ou dans les mers, et puis on se disait, là, ça dilue, donc ça a moins d'impact. Et c'est vraiment à partir des années 90 où on a eu ce Pollution Prevention Act de la société, de l'Agence américaine de protection environnementale, qui a vraiment posé les bases de, si on raisonnait à l'envers, c'est-à-dire en priorité, on va réduire la pollution à la source. Ensuite, si on ne peut pas, on va la recycler. Si on ne peut pas, on va la valoriser de façon énergétique. Et si on ne peut pas, on va la traiter. Et vraiment, en dernière solution, on va la stocker, on va la mettre en décharge. C'est vraiment un changement de paradigme à ce moment-là où on se dit il faut plutôt réfléchir en amont et éviter ces sources de pollution. On est aussi dans le contexte de 1992 où on a le sommet pour la Terre de Rio de Janeiro qui définit le développement durable, hein, vous savez, avec ces 3 sphères,
la société, l'environnement et l'économie, et comment on préserve les ressources pour les générations à venir. Et puis le terme chimie verte est apparu pour la première fois dans la littérature en anglais, la Green Chemistry, avec cet article en 1996 qui commence à définir la chimie verte comme une chimie qui est moins impactante sur l'homme et sur l'environnement. Et finalement, s'il y a une date à retenir, c'est 1998. C'est vraiment l'acte de naissance de la chimie verte avec ces deux chercheurs américains, donc Paul Anastas et John Warner, qui ont défini la chimie verte à ce moment-là. Donc c'est vraiment les deux papas de la chimie verte. Et ils ont défini la chimie verte comme la prise en compte de principes dans le but de réduire ou d'éliminer l'utilisation ou la production de substances dangereuses, donc à la fois à travers la synthèse, la manufacture et l'application de produits chimiques. Donc ces principes, ils sont au nombre de 12, ce qu'on appelle les 12 principes de la chimie verte, que je vous ai remis ici, et qui vont balayer en fait comment on veut développer la chimie à travers la chimie verte. Donc il y a en effet cette prévention à la source, il y a tout ce qui est économiser les atomes, des synthèses chimiques moins toxiques, produire des produits plus sûrs, trouver des alternatives aux solvants polluants, limiter les dépenses énergétiques, utiliser des ressources renouvelables, notamment la biomasse, réduire les sous-produits, utiliser la catalyse, penser aussi le principe 10 à la fin de vie des produits. Et puis on a ensuite deux principes sur l'analyse en temps réel et la limitation des risques d'accident. Donc ça c'est au niveau industriel. Donc ces 12 principes-là, ils vont redéfinir comment on veut développer la chimie. Et en résumé, la chimie verte, c'est revisiter le sourcing, c'est-à-dire la matière première, soit à partir de ressources de biomasse renouvelables, soit de produits qu'on a recyclés. Ensuite, c'est revisiter tout le procédé de transformation pour produire moins de déchets, utiliser moins d'eau, produire moins de polluants. Et puis, on va aller jusqu'à l'évaluation environnementale, l'analyse de cycle de vie également, c'est-à-dire on met en place un nouveau procédé, il faut quantifier, est-ce que réellement il a moins d'impact. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et tout ça, c'est essayer de boucler cette boucle-là pour développer cette chimie-là. Donc quelques exemples que je peux vous montrer. L'exemple de la synthèse de l'acide adipique. Donc, je vous ai mis la synthèse. L'acide adipique, en fait, c'est le précurseur du nylon. Il est produit donc à l'échelle industrielle, c'est cette formule-là. Et en fait, quand on produit de l'acide adipique, à chaque fois, on produit du NO2, du dioxyde d'azote. Et donc, à chaque fois qu'on produit 1 tonne d'acide adipique, on produit aussi 0,3 tonnes de NO2. Le problème, c'est que NO2, c'est un gaz à effet de serre qui a un pouvoir réchauffant donc 310 fois plus grand que le CO2 dont on parle beaucoup, et qui est aussi impliqué dans la disparition de la couche d'ozone. Donc, vous voyez, pas très sympa. Et finalement, on en produit des tonnes et des tonnes. Donc on est obligé de traiter, de gérer tout ça, donc c'est compliqué. À travers la chimie verte, c'est vraiment comment on peut refaire cette synthèse-là pour produire plus spécifiquement notre acide adipique. Une alternative, c'est celle-ci. C'est de partir d'un autre précurseur, le glucose, donc en fait c'est du sucre finalement. Et puis, on va utiliser des enzymes, donc des petites bébêtes qui vont nous permettre de transformer nos molécules de façon sélective. Et vous voyez que finalement, on va produire uniquement l'acide adipique à la fin de cette réaction avec des enzymes et du sucre. Donc là, tout de suite, on voit qu'on a un impact qui est assez réduit. Un autre exemple, c'est l'utilisation du PLA, le polyacide lactique, donc qui est en fait un bioplastique qui est issu du végétal et qui a pas mal d'applications. Donc là, vous avez les points de suture qui sont résorbables dans le temps. Vous avez des applications en emballage alimentaire, également des paillages pour l'agriculture, tout un tas de matériaux qu'on va pouvoir développer à partir de ce PLA, donc ce bioplastique, plutôt que prendre un plastique classique. Donc voilà quelques exemples de cette philosophie de la chimie verte. Je pourrais vous en faire des tas et des tas, mais je préférais vous parler de ce qu'on a mis en place récemment, c'est la Chimie Verte Academy, qu'on a lancé, donc vous voyez, en décembre dernier. Si ça vous intéresse d'ailleurs, le lancement est disponible en replay. Et donc ce projet de Chimie Verte Academy, il est financé par l'État. Et donc l'objectif, c'est d'attirer
de former et d'accompagner vers une chimie verte innovante et durable pour une économie décarbonée et circulaire. Bon là en fait j'ai mis tous les mots-clés pour que ça passe au niveau du financement, mais en réalité l'objectif c'est vraiment comment on attire plus de jeunes dans ces filières-là, comment on les forme mieux et comment on accompagne aussi les salariés et les entreprises à faire cette transformation. Donc une petite vidéo qui résume la Chimie Verte Academy. Donc voilà, vous avez les différents partenaires de ce projet, donc qui vient tout juste de commencer, comme je vous disais, 3 grands axes à tirer. Donc on va aussi faire des expositions grand public, on va aller dans les collèges, les lycées, on va travailler avec l'éducation nationale pour aussi en parler plus dans les programmes de lycée. Donc voilà, tout un tas d'actions. On va travailler aussi avec des youtubeurs pour prêcher cette bonne parole sur la chimie verte. Vous avez vu également les différents masters qui sont concernés et puis accompagner, donc c'est ce que je vous disais, c'était les entreprises tout au long de la vie. Et donc, je vous parlais tout à l'heure des 2 papas de la chimie verte. Et en fait, pour le lancement de cette Chimie Verte Academy, on a eu la chance d'avoir John Warner qui a participé et qui nous a fait un petit message. Et je trouvais que c'était assez important de vous le partager. Donc, je l'ai sous-titré, vous verrez, mais puisqu'il est américain. Mais ce qu'il dit est assez intéressant sur la vision à avoir. Hi, my name is John Warner, and I'm honored to be part of this celebration creating the Green Chemistry Academy at the University of Savoie-Mont-Blanc. There's a lot of things happening in the world today. The political situation, the economic situation, the geopolitical situation. There's so many challenges for us as a human society. And when it comes to sustainability, there's a lot of work we have to do. Consider there are so many people explaining why we need sustainability. People that are explaining about the climate change or plastics in the ocean or forever chemicals or toxic materials and biodiversity loss. There's a lot of people talking about why we need to address sustainability issues. Then there's a lot of people suggesting what we should do. UN SDGs, circular economy, things like that. But of all these people talking about why and what is most important is actually how. We cannot solve these problems just because we want to. Wanting to is important, but we also need to have the skills to do that.
If we look at traditional chemistry programs and material science programs around the world, we find that we very rarely talk about what are the mechanisms of toxicity of a new material that we're going to create. How do we know if it's going to be consistent with life's principles and ecosystems? And if we're not trained, if we don't understand these skills, then all we can do is talk about why and what. We need a population of people to actually embrace the how. All right, and that how is why the Green Chemistry Academy is so important. And I want to compliment Professor Gregory Sattel and the work that's going on there to create this amazing program, because not only is it going to be great for the students to learn and to be able to have good jobs and help things, it's also important for the world, because the world needs you to succeed. We need you to solve problems. Imagine you're in a lab, you're pouring beakers and flasks, you're inventing something. And if you get it right, hundreds of thousands of people you will never meet are no longer exposed to some hazardous material. Ecosystems are now protected because you invented something better. The climate is a little bit more protected because you invented the right way of doing something. This is so important, but wanting to is not enough. We need organizations like the Green Chemistry Academy to teach us how to do this. So I am so honored to be part of today's ceremony, and I look forward to someday hopefully being able to come and visit you in person. But congratulations to everyone involved, and I can't wait to see the amazing things that come out of this organization. Thank you very much. Donc voilà, je trouvais que le message était assez important. Hein. C'est pourquoi on s'interroge toujours sur le pourquoi ou le quoi, et que finalement l'essentiel c'est le comment. Et c'est vraiment là-dessus que nous on veut travailler avec ces formations. Donc vous avez vu que c'est des formations en master, donc il y en a 5 dans ces 5 universités actuellement. Donc le premier il est à l'université de Poitiers, donc sur la chimie verte, de la catalyse et de l'environnement. Donc là, vous avez, je ne vais pas détailler toutes les formations ici, hein, mais vous avez des spécificités selon les masters, ici plutôt en catalyse. Vous allez avoir l'université Picardie-Jules Verne avec 2 masters en organique et en matériaux, donc sur la partie recyclage, notamment sur les batteries, sur la glycochimie, sur le stockage d'énergie. Donc voilà, c'est des formations qui vous permettent d'avancer sur ces sujets-là. Vous avez également l'université de Toulouse qui travaille sur les solvants éco-compatibles, les polymères durables, également des notions en écotoxicité et puis en analyse de cycle de vie. Vous avez l'université de Strasbourg qui est plutôt orientée sur la synthèse organique, donc vraiment les molécules, les solvants alternatifs et puis le traitement de la pollution. Et puis enfin, le master que moi je dirige qui est sur la valorisation de la biomasse et des déchets, sur la production de molécules, matériaux et polymères qui soient moins impactants. Voilà, pour terminer, je voulais vous présenter à travers certains de nos étudiants qui sont notamment alternants des projets sur lesquels ils peuvent travailler, hein, pour vous donner des exemples. Donc on a par exemple Amélie qui a travaillé chez Vicat, donc c'est l'entreprise qui fait des ciments et des bétons. Elle a utilisé des ultrasons, donc des ondes sonores spécifiques pour modifier la synthèse de ces ciments pour leur donner des propriétés de plus grande durabilité et donc avec des enjeux ici en chimie verte pour faire des bétons qui soient moins impactants. Donc vous voyez là c'est le domaine des cimenteries qui est touché. On a Inès qui est actuellement chez Excel, qui est une entreprise qui fait plutôt dans l'aéronautique et qui développe une filière de recyclage de polymères thermoplastiques, donc des copolymères qui sont produits dans les procédés. Et donc elle s'intéresse à mettre en place cette filière de valorisation. On a également Nala qui était à Safran et qui a travaillé sur le traitement de surface et la passivation. Donc là, c'est comment on traite certains matériaux pour leur donner certaines propriétés. Et dans le cadre de la réglementation REACH dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, il y a des nouvelles interdictions, donc il faut trouver des nouvelles solutions. Et donc, elle travaille directement sur cette recherche de solutions.
On a également Eva qui a travaillé chez Arkema. J'ai d'ailleurs croisé Eva aujourd'hui sur le salon. Et elle a travaillé sur l'étude de l'utilisation d'additifs biosourcés. Donc là, c'est le domaine de l'agriculture, pour faire des encapsulés qui soient biosourcés. Il y a également Lucie qui a travaillé chez BASF en tant qu'alternante sur l'analyse environnementale des procédés. Donc là, on est plutôt sur une entreprise de chimie qui a des procédés, qui va faire un point sur le procédé pour maîtriser encore davantage les risques. Et puis également faire toute la partie gestion et valorisation des déchets. On a Carla qui a été 2 ans en alternance à Baïkovski, qui est une entreprise qui fait des alun d'aluminium. Donc c'est un matériau qui est produit par cette entreprise. Et elle est arrivée sur un poste qui n'existait pas en tant qu'alternante. Elle est arrivée et elle a dû faire le tour de tout le monde, de tous les postes de travail, de toute la chaîne de production, en essayant d'évaluer qu'est-ce qui ne va pas, quel impact de chaque étape de la chaîne. Et finalement, elle a pu proposer des solutions et donc faire changer au sein de l'entreprise certains procédés pour réduire l'impact environnemental. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'on va vers des nouveaux métiers, des métiers qui sont en transition, qui n'existaient pas encore jusqu'à présent. Et donc il y a des besoins qui sont vraiment importants. Je voulais prendre encore l'exemple d'Anaëlle, qui est elle dans une start-up. C'est une start-up qui accompagne les entreprises de l'industrie chimique justement pour faire cette transition environnementale et économique sur des nouveaux procédés alternatifs. Et donc, elles accompagnent les entreprises avec des nouveaux outils, donc l'analyse de cycle de vie, les bilans carbone, des évaluations économiques, et qui va les guider pour les orienter vers des procédés alternatifs. Et puis un dernier exemple, c'est Emma qui est actuellement chez LVMH. Et elle développe des procédés d'éco-extraction pour l'incorporation dans des formules cosmétiques et parfums, notamment de la chaîne Dior. Donc là aussi, c'est de l'exploratoire, c'est comment on change les ingrédients, comment on change le procédé pour qu'il soit moins impactant. Et forcément, les industries de la cosmétique et des parfums qui ont le client final directement en fait qui achète les produits, il y a cette demande-là et donc on est aussi sur de la transformation. Donc voilà, c'était pour vous montrer que en fait on va toucher vraiment à tous les secteurs et nos étudiants peuvent s'orienter aussi dans les domaines qui les intéressent. Donc si je reviens sur notre petite planète, si on refait le petit sondage du début, qui dans cette salle pourrait être intéressé par changer les choses avec la chimie verte? Bon, il y a des mains qui se lèvent, ça me rassure. En tout cas, je pense vraiment que l'industrie chimique a besoin de vous. Donc, voilà, les portes sont grandes ouvertes pour rejoindre la Chimie Verte Academy. ici. C'est comme nous, rejoignez la Chimie Academy. Envie d'une chimie du futur? Faites comme nous. Rejoignez la Chimie Academy. Comme nous, rejoignez la Chimie Academy. Pour une chimie plus respectueuse de l'environnement, faites comme nous, rejoignez la Chimie Academy. c'est bien là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et puis à nous contacter si besoin. Et puis, voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et on a un stand également sur le village.